Bienvenue à tous, on est de retour pour une nouvelle plongée et aujourd'hui on va décortiquer un article qui s'intitule «Comment construire un portefeuille performant avec l'IA en 2025». Exactement. L'IA est en train de révolutionner plein de secteurs et l'investissement en fait partie. Alors on va parler d'intelligence artificielle et de comment on peut l'utiliser pour booster nos investissements. Absolument. Mais attention, il ne faut pas investir dans n'importe quelle action estampillée IA. Bien sûr, il faut bien comprendre comment ça marche, qui sont les acteurs clés et surtout comment identifier les entreprises qui ont un vrai potentiel. Alors justement, notre article du jour, il propose une approche pour trouver les perles rares de l'IA, une approche qu'il appelle la rétro-ingénierie. C'est assez intriguant. Ça, tu peux nous en dire plus, Samé? Oui, bien sûr, la rétro-ingénierie dans l'investissement, ça consiste à se projeter dans le futur, en 2028 par exemple. D'accord. Et à se demander quelles sont les entreprises qui ont le plus performé. Et d'ici là, au lieu de regarder les fluctuations à court terme, on essaie d'anticiper les tendances de fond. Donc on essaie de deviner le futur en quelque sorte. Oui, mais en s'appuyant sur des données, des analyses. Et comment on fait ça concrètement? Non. Ouais. On utilise une boule de cristal F. Non, on se base sur les projections des analystes financiers. Ah oui, Ils passent leur temps à analyser les entreprises, leur potentiel de croissance, les tendances du marché. d'accord. Et en croisant ces projections avec les données d'aujourd'hui, on peut repérer les entreprises sous-évaluées à celles qui ont un potentiel énorme, mais qui n'est pas encore reflété dans leur prix. Donc c'est un peu une chasse au trésor, on cherche les pépites cachées de l'IA. Exactement. Mais avant de se lancer, il faut comprendre le terrain de jeu, l'écosystème de l'IA. Tout à fait. L'IA est un domaine complexe avec beaucoup d'acteurs différents. On peut le diviser en trois grandes catégories: les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de cloud et les développeurs de logiciels d'IA. On prend les aisiers par un pair. Les fabricants de semi-conducteurs, je vous vois bien, ce sont eux qui fabriquent les puces qui font tourner l'IA. Oui, on pense à Nvidia, AMD, par exemple. Exactement. Ce sont les fournisseurs de carburant de la révolution IA. Sans leurs puces ultra puissantes, impossible de faire tourner les algorithmes. Et leur croissance est exponentielle, si j'ai bien compris. Absolument, la demande explose parce que l'IA est partout. Maintenant, c'est un secteur à surveiller de près. Ensuite, on a les fournisseurs de cloud AWS, Microsoft, Azure, Google Cloud. Quel est leur rôle? Ils fournissent l'infrastructure, le cloud pour les applications d'IA, les serveurs, le stockage, les réseaux, tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne à grande échelle. Donc sans cloud, pas d'IA. En tout cas, pas d'IA à grande échelle, le cloud est indispensable pour les entreprises qui veulent exploiter la puissance de l'IA. Et enfin, les développeurs de logiciels d'IA, Palantir C3 pour R, par exemple. Oui, eux, ils développent les algorithmes, les plateformes, les applications qui permettent d'utiliser l'IA concrètement. D'accord, donc on a nos trois grands acteurs qui font tourner la machine, mais comment choisir les actions gagnantes dans tout ça? C'est là que la rétro-ingénierie entre en jeu. Tout à fait, maintenant qu'on a une vision globale de l'écosystème, on peut identifier les entreprises qui ont le plus de chances de performer sur le long terme. Et comment on fait ça? La première étape, c'est d'analyser les projections de croissance des bénéfices des entreprises. On peut se baser sur les estimations des analystes financiers. D'accord, et ensuite? On compare ces projections avec le prix actuel de l'action. On cherche les entreprises dont le potentiel de croissance est beaucoup plus élevé que leur valorisation actuelle. Donc on cherche les entreprises qui ont un fort potentiel, mais dont l'action est encore relativement basse. Oui, c'est l'idée, mais attention, il ne faut pas regarder que la croissance, il faut aussi prendre en compte d'autres facteurs, la solidité financière, le management de la concurrence. Donc la rétro-ingénierie, ce n'est pas une formule magique. C'est un outil pour filtrer les entreprises prometteuses et les analyser plus en profondeur. Exactement, c'est un outil pour l'investisseur avisé qui veut prendre des décisions éclairées. D'accord, mais comment on évalue la valorisation d'une action? Quels sont les indicateurs clés? Il y en a beaucoup, mais l'un des plus importants, c'est le ratio cours-bénéfice, le PE ratio en anglais. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler, mais peux-tu nous expliquer comment ça marche? Bien sûr, le PE ratio, c'est le rapport entre le cours de l'action et le bénéfice par action de l'entreprise. D'accord. En gros, ça indique combien d'années de bénéfice il faut pour rembourser le prix de l'action. Donc plus le PE est élevé, plus l'action est chère. Exactement. Un PO élevé peut indiquer que l'action est surévaluée, que les investisseurs sont très optimistes. À l'inverse, un PE bas peut indiquer que l'action est sous-évaluée. C'est un indicateur utile pour se faire une première idée, mais il ne faut pas se baser uniquement sur ça. Bien sûr, il faut analyser le PE dans son contexte, le secteur d'activité, l'historique de croissance, la situation financière, etc. Donc on a vu comment identifier les acteurs de l'IA, comment utiliser la rétro-ingénierie et comment interpréter le PE ratio. On a déjà une bonne base pour commencer. Absolument. Mais ce n'est que le début. Dans la deuxième partie, on va voir comment choisir les actions et construire un portefeuille performant. Restez avec nous, la suite arrive bientôt.
Alors, on a vu comment la rétro-ingénierie peut nous aider à trouver des entreprises prometteuses dans l'IA, mais avant d'investir, il faut analyser en détail. Oui, et outre le PE ratio, de quoi on peut se servir pour choisir les meilleures actions? Un indicateur important, c'est la croissance du bénéfice par action, l'EPS en anglais. Le PS, d'accord. Ça mesure l'évolution des profits de l'entreprise par rapport au nombre d'actions. Donc si l'EPS augmente, l'entreprise est rentable et l'action a la valeur. Exactement, on cherche des entreprises avec une croissance de l'EPS solide et régulière, signe de bonne santé financière. Donc on veut un PE ratio raisonnable et une croissance de l'EPS élevée. On cherche des entreprises pas surévaluées mais avec un fort potentiel. Voilà, mais attention, il ne faut pas se limiter à ces deux indicateurs. Il faut aussi analyser la concurrence, le management, l'innovation, etc. C'est une vraie enquête. L'article prend l'exemple de Micron Technology et Meta. Ah oui, Micron, qui fabrique des semi-conducteurs, affiche une croissance projetée de 163,5% d'ici 2028. Waouh. C'est énorme grâce à la demande en puces mémoire pour l'IA. Meta, l'ancien Facebook, n'est qu'à 14,3%. Oui, C'est beaucoup moins. Ça veut dire que Micron est un meilleur investissement. pas forcément. Il faut regarder la valorisation actuelle. Le PE ratio de Micron est peut-être bas, Ah oui. ce qui voudrait dire que l'action est sous-évaluée. Alors que Meta peut être un PE ratio très élevé, donc surévalué. Exactement. Il faut toujours comparer la croissance avec la valorisation. Donc même si Meta est plus connu que Micron, ça ne garantit pas un meilleur rendement. Non, la taille et la notoriété ne font pas tout en bourse. On a vu comment analyser les actions individuellement, mais comment construire un portefeuille complet. Il faut allouer son capital de manière stratégique en fonction des opportunités. L'article parle d'optimisation du capital. Oui, j'ai vu ça avec 50 000 euros. On pourrait atteindre 1,43 million en 3 ans en investissant dans l'IA. C'est un exemple, bien sûr. Bien sûr. Mais il faut diversifier pour minimiser les risques et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc on répartit son capital entre plusieurs actions en privilégiant celles qui ont le plus fort potentiel et la valorisation la plus attractive. Oui, on peut renforcer ses positions dans les entreprises sous-évaluées et réduire celles dans les entreprises surévaluées. Et on diversifie entre les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs de cloud, les développeurs de logiciels. Tout à fait, pour lisser les performances et réduire les risques. C'est comme construire une maison avec plusieurs piliers solides. Exactement. Un portefeuille diversifié et plus résistant. On a vu comment choisir, analyser et intégrer les actions dans un portefeuille, mais comment rester performant sur la durée. Il faut suivre les entreprises et le marché, analyser les rapports trimestriels, surveiller les bénéfices, les dettes, les projets. Donc être prêt à ajuster sa stratégie. Oui, ne pas hésiter à prendre ses bénéfices sur les actions qui montent renforcer, celles qui se redressent, se désengager de celles qui déçoivent. L'investissement, c'est un marathon, pas un sprint. Oui, il faut de la patience, de la discipline et de la flexibilité. Et il faut se tenir au courant des tendances du marché, des innovations, des changements de réglementation. Bien sûr, le monde de l'IA bouge très vite. L'article mentionne The Smart Investor Podcast pour approfondir le sujet. Oui, c'est un excellent podcast en anglais sur l'investissement en général et l'IA en particulier. On y rajoutait une oreille. Mais avant de conclure, parlons un peu plus de la diversification. Oui, la diversification, c'est une assurance pour votre portefeuille pour dormir sur ses deux oreilles. Concrètement, comment on diversifie dans l'IA? On peut investir dans les 3 catégories d'acteurs. Les fabricants, les fournisseurs de cloud et les entreprises de logiciels. Ça couvre tout le secteur. On peut aussi diversifier par domaine la santé, la finance automobile. Pour limiter les risques liés à un seul secteur. Oui, la diversification répartit les risques et augmente les chances de succès. Mais attention, diversification ne veut pas dire investir n'importe où. Non, il faut toujours analyser les entreprises, regarder le PE ratio, la croissance de l'EPS, le potentiel à long terme. Donc, pour réussir dans l'IA, il faut comprendre l'écosystème, choisir des entreprises prometteuses et diversifier intelligemment. Exactement. Et il faut se former en permanence, lire des livres, écouter des podcasts, suivre des experts. Merci pour toutes ces explications. On a tous les éléments pour explorer l'investissement dans l'IA. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et restez connectés pour la 3e partie. Alors, on a vu comment trouver les bonnes actions de l'IA, les analyser et les intégrer dans un portefeuille diversifié. Mais l'investissement dans l'IA, ce n'est pas que des chiffres. Il y a aussi des aspects plus techniques. Oui, tout à fait. L'IA est un domaine qui bouge tout le temps avec des innovations en permanence pour prendre les bonnes décisions. Il faut comprendre les technologies, le fonctionnement de l'IA. Ah, d'accord. Et c'est là que ça s'implique un peu. On n'est pas tous ingénieurs. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire un cours de programmation, mais il faut avoir une idée des différentes briques de l'IA. Oui, je comprends, l'article parle de réseaux neuronaux, par exemple. C'est quoi concrètement?
Les réseaux neuronaux, c'est un type d'algorithme qui s'inspire du cerveau humain, en fait. Ah oui. Ils sont composés de neurones artificiels qui sont connectés entre eux et qui peuvent traiter des données et apprendre à partir d'exemples. Donc c'est un peu comme un cerveau artificiel qui apprend tout seul. Oui, c'est une simplification, mais c'est l'idée. Les réseaux neuronaux sont très efficaces pour la reconnaissance d'images, la traduction automatique, la prédiction de séries temporelles. Et c'est grâce à eux que l'IA a fait autant de progrès ces dernières années. Exactement, ils ont permis de faire un bond en avant dans beaucoup de domaines de l'IA. C'est incroyable, mais il y a tellement de types de réseaux neuronaux différents, comment on s'y retrouve? Oui, il y en a beaucoup. Chaque type est adapté à une tâche spécifique, par exemple les réseaux convolutifs pour les images ou les réseaux récurrents pour le langage. Donc en tant qu'investisseur, il faut essayer de comprendre quels sont les types de réseaux neuronaux les plus prometteurs. Oui, ceux qui ont le plus de potentiel d'application. C'est comme investir dans les futurs cerveaux de l'IA, en fait. Exactement. Mais il n'y a pas que les réseaux neuronaux, il y a aussi la question des données. Closing, c'est le carburant de l'IA. C'est vrai. Les algorithmes ont besoin de données pour apprendre et s'améliorer plus. Ils ont de données mieux, ils fonctionnent. Donc les entreprises qui ont beaucoup de données ont un avantage. Oui, c'est pour ça que les géants du numérique sont si forts en IA, ils ont des montagnes de données. C'est comme s'ils avaient déjà tous les terrains en Monopoly. Oui, c'est une bonne image, mais il y a encore de la place pour d'autres entreprises qui se spécialisent dans des niches qui collectent des données de qualité. Donc il faut s'intéresser aux entreprises qui ont une bonne stratégie data. Exactement. Et puis il y a la puissance de calcul, l'IA. Ça consomme beaucoup de ressources, non? Oui, les algorithmes médias ont besoin de beaucoup de puissance de calcul, des serveurs puissants, des cartes graphiques et beaucoup d'énergie. C'est là qu'NVIDIA, AMD et les autres interviennent. Tout à fait, ils fournissent les processeurs et les cartes graphiques pour faire tourner les algorithmes. Donc il faut aussi investir dans les entreprises qui améliorent la puissance de calcul de l'IA. Oui, l'amélioration de la puissance, la réduction des coûts, la miniaturisation, tout ça contribue à démocratiser l'IA. On a fait un beau voyage dans le monde de l'IA. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses. Oui, j'espère que ça a éclairé nos auditeurs. L'investissement dans l'IA, c'est passionnant, mais il faut être curieux et persévérant. C'est ça, et il faut se tenir au courant, se former et ne jamais arrêter d'apprendre. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense qu'on a tous les clés en main maintenant pour investir dans l'IA. Avec plaisir, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et n'oubliez pas que l'investissement comporte des risques. Il faut bien se renseigner. Merci encore pour ce deep dive et à bientôt pour une nouvelle exploration.